J'ai 28 ans, et ce qui s'est passé le week-end dernier me laisse toujours sans voix. J'ai traversé une année difficile, mais mon anniversaire approchait, et j'avais vraiment hâte de passer du temps avec ma famille. J'avais l'impression que cela allait être l'occasion de retrouver un peu de normalité, peut-être de renouer des liens. Ma jeune sœur, Emma, 26 ans, avait agi étrangement ces derniers temps, presque secrètement, et j'ai pensé qu'elle préparait une surprise pour moi. Ce ne serait pas la première fois qu'elle ferait quelque chose comme ça. J'ai même dit à ma copine, Sophie, 27 ans, qu'Emma était probablement en train de faire ses tours habituels, essayant de rendre mon anniversaire spécial. Mais au fil de la semaine, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Emma m'évitait, ce qui n'est pas typique. Nous ne sommes pas très proches, mais nous parlons généralement au moins quelques fois par semaine. J'entrais dans la pièce, et elle baissait soudainement la voix en parlant à nos parents, ou elle raccrochait carrément. Un soir, j'ai entendu nos parents chuchoter à propos de la fête, et lorsque j'ai demandé de façon décontractée de quoi ils parlaient, ils se sont tous tus. Mon père a rapidement changé de sujet, et ma mère a souri maladroitement en disant « Oh, rien qui vous concerne ». C'était bizarre, mais je n'ai pas insisté. Je pensais qu'ils essayaient peut-être de garder la surprise. Puis sont venus les indices sur les réseaux sociaux. Emma a publié quelque chose sur sa story Instagram qui disait « J'ai hâte de ce week-end. Ça va être épique, avec un tas d'émojis de fête. » Je l'ai vu et j'ai été un peu excité, pensant que c'était certainement à propos de mon anniversaire. Enfin, qu'est-ce que ça pouvait bien être d'autre? Mais ensuite, j'ai remarqué que ma mère avait partagé un post sur le temps passé en famille ce week-end, et mon père a publié quelque chose de similaire sur Facebook. Tout semblait s'aligner, comme s'il préparait quelque chose de grand pour moi. Jeudi, j'ai décidé de demander à mes parents si j'avais besoin de planifier quoi que ce soit pour le week-end. Ma mère a simplement dit, de façon décontractée, nous avons des projets avec Emma, sans plus de détails. C'est là que j'ai commencé à me sentir un peu confus. Pourquoi n'a-t-elle pas mentionné mon anniversaire? J'ai pensé qu'ils essayaient peut-être de me tromper, alors j'ai ri, mais le doute a commencé à s'installer. Vendredi soir, j'ai envoyé un message à Emma en plaisantant pour lui demander si j'avais besoin d'apporter quelque chose à la fête. Sa réponse a été « Quelle fête ?» Puis elle a rapidement changé de sujet, me demandant si j'avais des projets pour le week-end. À ce moment-là, je me suis senti un peu blessé et très confus. C'était comme si elle me faisait douter, me faisant me demander si j'avais tout mal compris. Le chat de groupe familial était en effervescence ce soir-là, mes parents, Emma, et même certains de mes cousins parlaient de leur impatience pour le lendemain. Je suis intervenu, en demandant « Qu'est-ce qui vous excite tant ?» Ils ont complètement ignoré mon message, ont continué à parler autour de moi, et j'ai eu cette sensation de malaise dans l'estomac. C'était comme si j'étais invisible. Sophie l'a aussi remarqué. Elle est généralement au courant de ces projets surprises, mais même elle a été tenue dans l'ignorance. Elle a trouvé cela étrange, car elle aiderait généralement Emma à organiser ce genre de choses. Le matin de mon anniversaire est arrivé, et je me suis réveillé avec un SMS de Sophie me souhaitant un joyeux anniversaire, mais mon téléphone est resté silencieux par ailleurs à rien de ma famille. J'ai pensé qu'ils pourraient attendre parce qu'ils allaient me faire une surprise plus tard dans la journée, mais au fil des heures, je n'ai rien reçu, aucun appel, aucun SMS, aucun message dans le chat de groupe. Sophie et moi avons décidé d'aller prendre le petit déjeuner, et j'ai essayé de minimiser les choses, en pensant qu'ils préparaient peut-être quelque chose pour plus tard. Nous sommes rentrés à la maison, et Sophie s'est soudainement figée, les yeux rivés sur son téléphone. Elle m'a montré une story Instagram d'un de nos amis. C'était une vidéo d'un restaurant chic du centre-ville. Dans la vidéo, je pouvais voir toute ma famille, tous mes amis, et même certains membres de ma famille élargie. La légende disait, très heureux d'être là pour fêter ça avec tout le monde. Mon cœur s'est brisé. C'était clairement une énorme fête, mais je n'y étais pas en fait, je n'avais même pas été invité. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Je me suis contenté de regarder l'écran, essayant de comprendre ce que je voyais. C'était comme regarder un cauchemar se dérouler en temps réel. Ma propre sœur avait organisé une fête d'anniversaire massive pour moi et ne s'était pas donné la peine de m'inviter. Je me suis tourné vers Sophie, lui demandant si elle savait quelque chose à ce sujet. Elle était tout aussi choquée que moi. Elle a immédiatement essayé d'appeler Emma, mais sans réponse. Nous avons essayé d'appeler mes parents, mais ils n'ont pas décroché non plus. J'avais l'impression d'être exclu par tout le monde. Désespéré de trouver des réponses,
j'ai envoyé un SMS à quelques amis qui étaient à la fête. L'un d'eux a répondu « Oh, je pensais que tu ne viendrais pas », c'est là que j'ai compris, ma famille a dû mentir et dire à tout le monde que je ne pouvais pas venir. Je ne savais pas pourquoi ils avaient fait quelque chose comme ça, mais il était évident qu'ils avaient fait tout leur possible pour m'exclure complètement. Perdu et blessé, j'ai décidé d'en parler sur Reddit. J'ai tout écrit dans un long post sur Air of My Chest, sans vraiment m'attendre à grand-chose. En 1 heure, le post a explosé. Les gens commentaient sans arrêt, validant mes sentiments et partageant leurs propres histoires de trahison. Le soutien a été accablant, mais il était aussi réconfortant de savoir que je n'étais pas fou de me sentir ainsi. Les messages ont commencé à affluer d'amis qui avaient vu le post, ils présentaient leurs excuses, disant qu'ils ne savaient pas que je n'avais pas été invité. J'ai même reçu un message d'un cousin qui a dit qu'elle s'était sentie mal à l'aise lorsqu'elle a réalisé que je n'étais pas là, mais qu'elle avait supposé qu'il y avait une bonne raison à cela. C'était une petite consolation, mais cela n'a pas effacé la douleur de réaliser que ma famille avait choisi de fêter ça sans moi. Je suis toujours en train de tout traiter, et Sophie et moi prévoyons de confronter Emma et mes parents ce soir. Je ne sais pas ce qu'ils vont dire, mais j'ai besoin de réponses. Je vous donnerai des nouvelles une fois que j'aurai compris ce qui se passe. Je vous souhaite bonne chance. Mise à jour 1. Je n'ai pas eu à attendre longtemps avant que les choses ne s'enveniment ce soir-là. Au moment même où Sophie et moi discutions de ce que nous allions faire ensuite, il y a eu un coup à la porte. Je ne m'attendais à personne, alors j'ai regardé par le Judas et j'ai vu Emma debout là. Elle avait l'air nerveuse, presque comme si elle savait qu'elle avait été prise. J'ai ouvert la porte, et avant même que je puisse lui demander ce qu'elle faisait là, elle a commencé à parler. Emma n'a pas perdu de temps, elle a commencé par des excuses timides, disant qu'elle ne pensait pas que je voudrais venir. Son ton était décontracté, comme si ce n'était pas grave, et je pouvais sentir mon sang bouillir. Je lui ai rappelé à quel point j'avais été enthousiaste à l'idée de mon anniversaire et que je lui avais même directement demandé si j'avais besoin d'apporter quelque chose. Elle a simplement esquivé la question, disant que j'avais été distant ces derniers temps et qu'elle pensait qu'il était préférable de me laisser de l'espace. C'était un mensonge tellement flagrant que j'ai failli rire. Distant ? Nous avions parlé régulièrement jusqu'à il y a 1 semaine, et c'est elle qui avait agi bizarrement. Alors que j'essayais de comprendre son excuse, mes parents sont arrivés. Ils ont dû la suivre jusqu'ici parce qu'ils sont entrés juste derrière elle sans même frapper. Mon père avait une expression sur le visage comme s'il était prêt à jouer les pacificateurs, et ma mère commençait déjà par son habituel « c'est juste un gros malentendu ». J'avais l'impression d'être pris en embuscade. Ils ne m'ont même pas laissé le temps de parler avant de commencer à expliquer qu'ils n'avaient pas voulu m'exclure et que tout était une erreur. C'était exaspérant. Je voyais à travers. Ils ont commencé à utiliser leurs tactiques habituelles de manipulation. Ma mère a continué à dire que je dis toujours que je n'aime pas les grandes réunions et qu'ils pensaient que je préférerais une célébration tranquille. Mon père a acquiescé, comme si c'était une explication raisonnable. C'était comme s'ils essayaient de réécrire l'histoire sous mes yeux. Je n'ai jamais dit ça, en fait, j'ai toujours été celui qui aime rassembler tout le monde, surtout pour les anniversaires. Sophie est intervenue à ce moment-là, clairement exaspérée par ce qu'elle entendait. Elle les a appelés à l'ordre, leur demandant pourquoi ils s'étaient donné autant de mal à organiser une grande fête s'ils pensaient vraiment que je ne voudrais pas y être. Mes parents sont restés là, l'air flou. Emma a craqué. C'était comme si un interrupteur avait été actionné. Elle a soudainement lancé « Tu n'es pas le centre de l'attention pour une fois, et tu ne peux pas le supporter ». Les mots sont restés suspendus dans l'air comme si une bombe venait d'exploser. Tout est devenu silencieux. Le visage de ma mère est devenu pâle, et mon père avait l'air de vouloir s'enfoncer dans le sol. C'est là que j'ai compris, ce n'était pas un malentendu. Emma avait planifié tout cela délibérément, et il ne s'agissait pas de mon éloignement ou de ma préférence pour les petites réunions. Il s'agissait de son désir d'être le centre de l'attention, et elle ne voulait pas que je sois là pour prendre la vedette. Je ne me suis pas retenu. J'ai exigé de savoir pourquoi il m'avait vraiment laissé de côté, et ma mère a essayé de calmer les choses à nouveau, marmonnant quelque chose à propos d'une erreur, mais je n'en voulais pas. Je pouvais voir la vérité maintenant, et je n'allais pas les laisser la déformer plus longtemps. Alors que nous étions tous là, debout, Sophie m'a montré son téléphone. Elle avait ouvert une autre story Instagram de la fête. Celle-ci était pire. C'était une vidéo des amis d'Emma qui se moquaient de mon absence. Ils se moquaient ouvertement de moi, disant des choses comme « Je suppose qu'il n'a pas supporté le fun » et riant.
J'ai ressenti une vague de douleur, mais je n'ai rien dit. J'ai simplement tourné l'écran vers Emma pour qu'elle puisse le voir aussi. Mon téléphone a commencé à vibrer avec des messages d'amis qui venaient de réaliser que je n'étais pas à la fête. Certains présentaient leurs excuses, disant qu'ils pensaient que j'avais choisi de ne pas venir. D'autres étaient choqués, demandant ce qui s'était passé et pourquoi ma famille ferait une chose pareille. C'était le chaos. Le visage d'Emma est passé de suffisant à paniquer en un instant. Elle a réalisé qu'elle était allée trop loin, et qu'il n'y avait aucun moyen de s'en sortir. Je leur ai dit que j'avais besoin d'espace. J'ai annoncé la même, dans mon salon, que j'allais rompre tout contact, du moins pour le moment. Ma mère a commencé à me supplier de ne pas prendre de décision hâtive, disant que nous pourrions en parler. Mon père est resté là, l'air vaincu. Emma, cependant, a commencé à pleurer, pas le genre de pleurs où vous vous sentez mal pour la personne, c'était le genre de pleurs que vous faites lorsque vous réalisez que vous avez perdu le contrôle de la situation. Elle a continué à dire qu'elle n'avait pas voulu que ça aille si loin, mais je n'écoutais plus. Sophie a été incroyable tout au long de tout cela. Elle m'a aidé à faire un sac, suggérant que nous allions séjourner ailleurs pour le week-end afin d'échapper au drame. J'ai accepté, et alors que nous partions, ma mère a essayé une dernière fois de nous arrêter. Elle a demandé si nous pouvions nous asseoir et en parler. J'ai simplement secoué la tête et je suis sorti. Nous sommes partis en voiture, et j'ai mis à jour mon post Reddit depuis la voiture. J'ai partagé tout ce qui s'était passé, des excuses ridicules d'Emma aux publications sur les réseaux sociaux se moquant de moi. La mise à jour est devenue virale presque immédiatement. Les commentaires étaient remplis de gens me disant que j'avais pris la bonne décision, que je n'étais pas fou de rompre tout contact. C'était validant, mais aussi triste de voir autant de gens se rapporter à ma situation. Mise à jour 2. Après avoir quitté l'embuscade de ma famille à mon appartement, j'ai décidé de m'en tenir à ma décision de rompre tout contact pendant un certain temps. J'avais besoin de temps pour respirer, et Sophie était entièrement d'accord. Nous avons fait nos bagages et avons passé le week-end dans un Airbnb tranquille en dehors de la ville. J'ai ignoré toutes les vibrations de mon téléphone, c'était comme de mini-vacances, me donnant l'espace nécessaire pour traiter ce qui s'était passé. J'ai désactivé les notifications du chat de groupe familial et j'ai coupé le son de tout le monde pendant quelques jours. Lorsque j'ai finalement vérifié mon téléphone, c'était comme ouvrir une vanne. Il y avait des dizaines d'appels et de SMS manqués, principalement de ma mère et d'Emma. Les messages étaient partout ou des messages culpabilisants de ma mère disant des choses comme « Ce n'est pas comme ça que devrait se comporter une famille » et « Je n'arrive pas à croire que tu nous fais ça ». Les messages d'Emma, d'autre part, étaient agressifs. Elle m'a traité d'égoïste et m'a accusé de réagir de manière excessive. Il était clair qu'ils étaient en plein mode gestion des dégâts. De nulle part, j'ai reçu un appel d'un de mes amis proches qui avait été à la fête. J'ai hésité mais j'ai décidé de décrocher. Il avait l'air sincèrement désolé. Il m'a dit qu'il ne savait pas que je n'avais pas été invité et qu'Emma avait dit à tout le monde que j'avais choisi de ne pas venir parce que je n'aimais pas le groupe qu'elle avait invité. En entendant cela, mon sang a bouilli. Ce n'était pas seulement qu'elle m'avait exclu, elle avait aussi menti à tout le monde sur les raisons pour lesquelles je n'étais pas là. Je l'ai remercié de me l'avoir fait savoir, mais cela a ajouté une autre couche de trahison. Ma propre famille répandait des mensonges pour couvrir ses traces. J'ai ouvert Reddit et j'ai vérifié les commentaires de ma mise à jour. Cela avait encore plus explosé pendant mon absence. Il y avait des milliers de votes positifs et de commentaires de personnes partageant leurs propres expériences avec des membres de leur famille manipulateurs. J'ai commencé à recevoir des messages directs d'étrangers qui se sentaient validés par mon histoire. C'était accablant, mais cela m'a fait réaliser à quel point ce genre de comportement toxique est courant. Les gens m'encourageaient à tenir bon, et j'avais l'impression d'avoir un système de soutien massif. Lorsque j'ai finalement décidé de vérifier le chat de groupe familial, c'était un désastre. Il y avait des commentaires passifs-agressifs de ma mère comme « J'espère que tu es content de tout ce drame que tu crées ». Emma était en train de faire une crise de colère sur le fait qu'elle n'arrivait pas à croire que j'allais si loin, me traitant d'immature. La chose la plus surprenante était le silence de mon père. Il essaie généralement de maintenir la paix, mais il n'a pas dit un seul mot. J'avais l'impression qu'il prenait ses distances avec toute cette affaire. Sophie, étant la détective qu'elle est, a décidé de faire des recherches. Elle a fait défiler l'Instagram d'Emma et a trouvé d'autres publications de la fête. Dans l'une des vidéos, un ami de la famille a fait une blague sur le fait que j'étais trop sensible et a dit quelque chose comme « C'est pourquoi il n'a pas été invité, c'est un tel rabat-joie ».
C'était humiliant de voir des gens que je pensais proches de moi rire de moi. Il était clair qu'Emma avait inventé ce récit pour me faire passer pour le problème. Emma ne s'est pas arrêtée là. Elle m'a envoyé un message privé, se comportant comme si elle était supérieure. Elle a dit qu'elle ne m'avait pas invité parce qu'elle voulait me donner une pause dans le drame familial. C'était incroyable. Elle essayait toujours de déformer la situation, faisant comme si elle me rendait service en m'excluant. C'était le summum de la manipulation, et je ne me suis même pas donné la peine de répondre. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un appel de ma cousine, Laura. Nous n'étions pas proches depuis des années, alors c'était surprenant de recevoir de ses nouvelles. Elle n'avait pas été invitée à la fête non plus, et il s'avère qu'elle a eu ses propres problèmes avec Emma dans le passé. Laura m'a dit qu'Emma a l'habitude de semer le trouble et d'exclure les personnes qu'elle se sent menacée. C'était comme si une ampoule s'était allumée. Ce n'était pas juste un cas isolé, cela faisait partie d'un schéma. J'ai laissé entendre qu'il pourrait y avoir plus de choses qui se passent dans les coulisses, mais elle n'a pas donné de détails. Nous avons fini par parler pendant plus d'1 heure, en nous liant sur nos expériences partagées. Ma mère m'a envoyé un long message culpabilisant plus tard dans la soirée, insistant pour que nous ayons une réunion de famille pour résoudre ce malentendu. J'avais l'impression que c'était un piège, mais j'ai accepté d'y aller. Je voulais confronter Emma face à face et obtenir toute l'histoire. Sophie était inquiète et m'a proposé de venir pour me soutenir, mais je lui ai dit que j'avais besoin de gérer cela seul. Lorsque je suis arrivé chez mes parents, l'atmosphère était tendue. Ma mère avait l'air nerveuse, et Emma était assise sur le canapé avec un sourire suffisant. Mon père était là aussi, mais il est resté silencieux, assis dans un coin comme s'il ne voulait pas s'impliquer. Emma n'a pas perdu de temps pour lancer un discours répété. Elle a prétendu qu'elle ne s'était pas rendue compte que je serais contrarié et qu'elle pensait que je préférais les petites célébrations. Elle a blâmé ma réaction sur ma sensibilité, essayant de me faire passer pour le méchant. Je ne l'ai pas laissé finir. J'ai sorti mon téléphone et j'ai montré les captures d'écran des messages que j'avais reçus d'amis et le post Instagram que Sophie avait trouvé. Je lui ai directement demandé pourquoi elle avait menti à tout le monde sur le fait que je ne voulais pas être là. Elle n'avait pas de réponse. Pour la première fois, elle avait l'air prise au dépourvu, acculée. Emma a finalement craqué. Elle a admis qu'elle ne m'avait pas invité exprès. Elle a avoué qu'elle s'était sentie éclipsée par moi ces derniers temps et qu'elle voulait organiser une fête où elle serait le centre de l'attention. Mes parents avaient l'air stupéfaits, ne s'attendant clairement pas à ce qu'elle l'avoue. Ma mère a commencé à pleurer, disant qu'elle voulait juste que nous nous entendions, mais je n'étais plus intéressé par leurs excuses. Je me suis levé et je leur ai dit que j'en avais fini. Je suis sorti, en jurant de rompre tout contact indéfiniment. Je les ai laissés assis là, sans voix, alors que je fermais la porte derrière moi. J'ai mis à jour Reddit dès que je suis retourné à la voiture, partageant tout ce qui s'était passé. La réponse a été immédiate, avec plus de soutien et de validation que jamais auparavant. Les gens n'arrivaient pas à croire les efforts déployés par ma sœur, et j'ai réalisé à quel point toute cette situation était toxique. Pour l'instant, je coupe complètement les ponts. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve, mais je sais une chose, je ne peux pas continuer à jouer à leur jeu. Ce sera peut-être la décision la plus difficile que j'ai jamais prise, mais c'est aussi la plus libératrice. Mise à jour 3, après le désastre de cette réunion de famille, je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Je l'ai officialisé. J'ai mis à jour Reddit, informant tout le monde que je coupais complètement les ponts avec Emma et que je limitais les contacts avec mes parents. La réunion n'a fait que confirmer ce que je soupçonnais, Emma était manipulatrice, et mes parents la laissaient faire. La réponse sur Reddit a été immédiate, les gens inondaient les commentaires de soutien, disant que c'était la bonne décision et partageant leurs propres histoires de rupture avec des membres de la famille toxique. J'avais enfin l'impression de reprendre le contrôle de ma propre vie. Sophie a été incroyable tout au long de cette épreuve. Elle n'a jamais douté de ma décision et m'a proposé de m'aider à m'éloigner du chaos pendant un moment. Elle a suggéré que nous fassions un court voyage, juste pour nous vider l'esprit et prendre un peu de recul. Nous avons réservé une escapade de dernière minute et avons passé quelques jours à faire de la randonnée, à explorer et à éviter nos téléphones autant que possible. C'était exactement ce dont j'avais besoin, une chance de respirer sans la pression constante de ma famille. À notre retour, le groupe de discussion familiale était en feu. Ma mère avait envoyé une salve de messages m'accusant de déchirer la famille. Elle n'arrêtait pas de dire des choses comme « Nous avons toujours été une famille unie, et regardez ce que vous avez fait ». Emma, comme prévu, s'était tournée vers les réseaux sociaux.
Elle publiait ses histoires cryptiques sur le fait qu'elle était victime de drames familiaux et qu'elle essayait de rester forte malgré la trahison d'une personne qu'elle aimait. C'était tellement manipulateur, mais c'est exactement ce à quoi je m'attendais d'elle. Elle jouait la carte de la victime à fond. Puis j'ai reçu un email d'Emma. C'était soi-disant des excuses, mais c'était rempli de commentaires perfides et d'excuses. Elle a prétendu qu'elle ne voulait pas me faire de mal, mais a aussi dit que j'étais trop sensible et que je prenais toujours les choses trop au sérieux. C'était l'Emma classique, se faire passer pour la bonne personne tout en me blâmant pour tout. Je n'ai pas répondu, je l'ai simplement transmis à Sophie, qui l'a lu et a levé les yeux au ciel. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message d'une tante à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Elle avait vu mon message sur Reddit. Apparemment, il était devenu suffisamment viral pour que même les membres éloignés de la famille le remarquent. Elle m'a dit qu'elle n'était pas surprise de ce qui s'était passé et qu'elle avait eu ses propres expériences avec le comportement manipulateur de mes parents et d'Emma. C'était réconfortant à entendre, surtout de la part de quelqu'un qui avait rompu les liens avec la famille il y a longtemps. Elle a raconté comment ma mère avait toujours favorisé Emma et comment elle avait été mise à l'écart de la famille pour s'être opposée à cela. C'était comme avoir un aperçu derrière le rideau, et cela a rendu tout plus logique. Les choses ont pris un tournant lorsque Laura, ma cousine qui n'avait pas non plus été invitée à la fête, m'a rappelé. Elle avait l'air sérieuse et m'a dit qu'elle avait quelque chose d'important à partager. Apparemment, il y avait un fonds fiduciaire mis en place par sa grand-mère décédée dont je n'avais jamais eu connaissance. Il devait être divisé également entre Emma et moi, mais récemment, mes parents avaient apporté des modifications qui favorisaient fortement Emma. Laura a dit qu'elle en avait entendu parler par sa mère, qui était choquée par l'injustice flagrante. Je tournais la tête. Je ne savais même pas que ce fonds fiduciaire existait, et encore moins qu'il avait été modifié dans mon dos. J'ai décidé qu'il était temps d'obtenir des conseils professionnels. Sophie et moi avons pris rendez-vous avec un avocat pour examiner ce que Laura m'avait dit. L'avocat a examiné les détails et a immédiatement dit que quelque chose semblait étrange. Les modifications apportées au fonds fiduciaire ont été effectuées à mon insu, et cela semblait suspect, surtout parce qu'elles ont été effectuées si récemment. Il m'a conseillé d'engager des poursuites judiciaires si je voulais contester cela. C'était comme ouvrir une boîte de Pandore, mais je ne pouvais plus l'ignorer. J'ai confronté mes parents par téléphone. Ma mère a essayé de faire semblant de ne rien savoir, prétendant qu'elle ne savait pas de quoi je parlais. Mon père, comme d'habitude, est resté silencieux, mais lorsqu'il a parlé, il a prétendu qu'il ne connaissait pas les détails. C'était une tentative pathétique pour se couvrir, et j'ai réalisé qu'ils mentaient tous les deux. Je leur ai donné un ultimatum, soit ils expliquent pourquoi ils ont apporté ces modifications, soit je porte l'affaire devant les tribunaux. Ils m'ont supplié de ne pas aggraver les choses, disant que cela déchirerait encore plus la famille, mais je ne faisais pas marche arrière. Emma a appris assez rapidement la possibilité de poursuites judiciaires, et cela l'a mise hors d'elle. Elle a fait une crise de nerfs sur les réseaux sociaux, m'accusant de ruiner sa vie et d'être avare. C'était la chose la plus dramatique que j'ai jamais vue. Elle a publié une longue diatribe sur le fait qu'elle avait toujours été là pour moi et que j'essayais maintenant de prendre ce qui lui appartenait. C'était comme regarder un accident de train en temps réel. Les gens ont commencé à commenter, à la dénoncer pour ses mensonges, et certains ont même lié mon message Reddit dans les commentaires. C'était un désastre. J'ai mis à jour Reddit avec tout ce qui s'était passé jusqu'à présent. Le soutien a été incroyable, les gens me donnaient des conseils, partageaient des astuces juridiques et m'encourageaient à ne pas faire marche arrière. J'avais l'impression d'avoir une armée derrière moi, et pour la première fois depuis des semaines, j'avais confiance dans ma décision de me battre. Sophie a suggéré que nous déménagions dans une nouvelle ville et que nous prenions un nouveau départ. C'était une grande décision, mais j'aimais l'idée. C'était la façon idéale de laisser tout cela derrière nous et de nous concentrer sur la construction d'un avenir meilleur. Nous avons commencé à chercher des endroits tout de suite, et je me suis retrouvé enthousiaste pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité. J'ai officiellement déposé les documents pour contester les modifications apportées au fonds fiduciaire. Mes parents ont été assignés à comparaître, et j'ai pu sentir la tension monter. C'était ça, le drame familial avait atteint son point culminant, et il n'y avait plus de retour en arrière. Une confrontation majeure arrive, je le sens. Je ne sais pas comment cela va se dérouler, mais je suis prête. Pour une fois, ce n'est pas moi qui fuis le combat. Mise à jour 4, j'ai officiellement déposé les documents pour contester les modifications apportées au fonds fiduciaire, et une fois que mes parents ont été assignés à comparaître, la réaction a été immédiate.
C'était comme faire exploser une bombe au milieu de ma famille. Ma mère a fait exploser mon téléphone avec des messages m'accusant de trahir la famille. Mon père, fidèle à lui-même, est resté silencieux. Emma, quant à elle, a adopté une stratégie de la terre brûlée sur les réseaux sociaux. Elle a publié cette longue diatribe émotionnelle sur Facebook m'accusant de détruire la famille à cause de l'argent. Elle s'est présentée comme la victime, prétendant qu'elle avait été obligée de modifier le fonds fiduciaire parce que j'étais irresponsable et qu'on ne pouvait pas me faire confiance avec l'argent. Les mensonges flagrants étaient presque risibles, mais je me suis assuré de faire des captures d'écran de tout. Je savais que ces publications seraient utiles. Pendant qu'Emma s'occupait à jouer les victimes en ligne, Sophie faisait son propre travail de détective. Elle a réussi à accéder à certains des documents financiers liés au fonds fiduciaire, et ce qu'elle a trouvé était choquant. Au cours des 2 dernières années, il y avait eu une série de paiements importants effectués à partir du fonds fiduciaire directement sur le compte bancaire personnel d'Emma. Il était clair qu'elle avait détourné de l'argent petit à petit. Sophie a compilé tout cela et me l'a envoyé. J'ai ressenti une vague de colère, mais j'ai aussi su que nous avions maintenant des preuves solides. Il ne s'agissait pas seulement du favoritisme de mes parents envers Emma, elle avait activement volé notre héritage commun. J'ai tout apporté à mon avocat, qui était ravi de ce que nous avions. Il a dit que nous pouvions utiliser les publications sur les réseaux sociaux ainsi que les documents financiers pour construire un dossier solide. Il a commencé à élaborer une stratégie axée sur l'utilisation abusive des fonds par Emma et les changements soudains que mes parents ont apportés au fonds fiduciaire à mon insu. J'avais l'impression que nous avions enfin l'avantage, et j'étais prête à aller jusqu'au bout. Le drame familial n'a fait qu'empirer par la suite. Ma décision d'engager des poursuites judiciaires a créé une profonde division. Ma mère était furieuse, m'accusant de déchirer la famille. Elle a même appelé quelques parents, essayant de les rallier contre moi. Cela n'a pas fonctionné, cependant. Laura, ma cousine, et ma tante éloignée m'ont ouvertement soutenu, partageant leurs propres histoires de manipulation d'Emma. C'était un soulagement de voir que certaines personnes voyaient au travers du jeu, mais cela m'a aussi fait réaliser à quel point les choses étaient allées loin. Puis, de nulle part, mes parents sont apparus à mon appartement. Ils n'ont pas appelé à l'avance ni envoyé de texto, ils ont simplement frappé à la porte avec Emma à leur trousse. Cela ressemblait à une intervention. Je savais que cela allait être moche, mais je les ai laissés entrer. Je me suis dit que ce serait peut-être ma chance de les confronter tous face à face. Dès qu'ils sont entrés, ma mère s'est lancée dans une diatribe. Elle m'a accusé d'être ingrate et égoïste. Emma pleurait, jouant le rôle de la victime sur le fait qu'elle n'avait modifié le fonds fiduciaire que parce que j'étais instable et que je ne méritais pas l'argent. Je pouvais dire que c'était une ruse, mais je suis resté calme. J'ai sorti les documents financiers que Sophie avait trouvés et je les ai posés sur la table. Ma mère s'est arrêtée au milieu de sa diatribe, et le visage de mon père est devenu blanc. Je leur ai dit que ce n'était pas parce que j'étais ingrate, c'était parce qu'Emma volait dans le fonds fiduciaire. Emma s'est figée un instant, toute la pièce était silencieuse. Puis elle s'est effondrée, admettant qu'elle avait utilisé l'argent du fonds fiduciaire pour couvrir ses dettes et une aventure commerciale ratée. Mes parents semblaient stupéfaits, ne s'attendant clairement pas à cela. Ma mère a essayé de parler, mais je l'ai interrompue. J'ai exigé de savoir pourquoi ils avaient accepté les changements. Mon père, l'air vaincu, a finalement admis qu'ils avaient modifié le fonds fiduciaire parce qu'ils pensaient qu'Emma était l'enfant le plus responsable. Ma mère a essayé de le justifier en disant « Nous essayons simplement de protéger la famille ». C'était une gifle, mais je suis resté calme. Je leur ai dit que je ne renonçais pas à l'affaire, leurs actes avaient des conséquences, et j'en avais assez d'être manipulé. Ma mère s'est effondrée en larmes, me suppliant de reconsidérer, tandis qu'Emma s'est précipitée hors de l'appartement en criant que j'avais ruiné sa vie. C'était un désastre, mais j'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement. Pour la première fois, je ne faisais pas marche arrière. La crise de nerfs d'Emma ne s'est pas arrêtée là. Elle a fait une autre diatribe sur les réseaux sociaux, cette fois-ci en me qualifiant d'avare et en m'accusant d'essayer de lui prendre tout. Mais la situation avait changé. Mon message Reddit était devenu viral à nouveau, et les gens le partageaient partout. L'opinion publique a commencé à se retourner contre Emma, des commentaires ont afflué pour la dénoncer pour son égoïsme et ses mensonges. C'était une petite victoire, mais c'était agréable de voir les gens voir enfin au travers de son jeu. Quelques jours plus tard, mon avocat m'a appelé pour faire le point. Il a dit que les preuves que nous avions étaient suffisamment solides pour forcer un règlement. L'avocat de mes parents a contacté pour faire une offre.
Ils ont proposé de diviser le fonds fiduciaire également, comme prévu initialement, mais il y avait un hic, ils voulaient que je signe un accord de confidentialité, NDA, promettant de rompre tous les liens publics avec le drame familial et de ne plus jamais en parler. Sophie et moi sommes sortis pour un dîner tranquille afin de célébrer cette petite victoire, mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment d'être acculé. Elle m'a rassuré, en disant que je faisais la bonne chose en me défendant. C'était la première fois depuis des semaines que j'avais de l'espoir pour l'avenir. Je suis déchiré par l'offre de règlement. D'un côté, cela me donnerait le soulagement financier que je mérite, mais signer le NDA me semble comme laisser les autres gagner. Cela signifierait rester silencieuse et les laisser réécrire le récit. J'ai mis à jour Reddit, partageant l'offre et demandant des conseils. La réponse a été massivement négative à la signature du NDA. Les gens m'ont exhorté à ne pas faire marche arrière, disant que ce serait comme céder à leur manipulation. Maintenant, je suis à la croisée des chemins, la décision que je prendrai ensuite pourrait tout changer. J'évalue attentivement mes options, mais je sais une chose avec certitude, je ne me laisserai pas réduire au silence sans me battre. Mise à jour 5, après avoir partagé l'offre de règlement sur Reddit, la réponse a été immédiate et claire, tout le monde m'a déconseillé de signer le NDA. Des centaines de commentaires ont afflué, m'exhortant à ne pas laisser ma famille s'en tirer à bon compte. Le consensus était que si j'acceptais leurs conditions, cela signifierait réduire la vérité au silence et les laisser contrôler le récit. Le soutien a été écrasant, et cela m'a donné la poussée dont j'avais besoin. J'ai décidé sur le champ que je n'allais pas le signer. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat et je lui ai fait part de ma décision. Il était d'accord, confiant que nous avions un dossier solide. J'ai clairement indiqué que je voulais que les conditions originales du fonds fiduciaire soient restaurées sans aucune condition, et j'étais prête à porter l'affaire devant les tribunaux si nécessaire. Mon avocat m'a assuré que nous étions bien préparés, et nous avons commencé à nous préparer pour l'audience. À l'approche de la date de l'audience, j'ai passé des heures à revoir mon témoignage. Sophie a été incroyable, m'aidant à m'entraîner et à rester calme. Nous avons passé en revue chaque détail, des documents financiers que Sophie a trouvés aux publications sur les réseaux sociaux où Emma s'est présentée comme la victime. La nervosité était là, mais grâce au soutien de Sophie, je me sentais prête. Le jour de l'audience est arrivé, et la salle d'audience bourdonnait de tension. En entrant, j'ai aperçu un visage familier dans la foule, ma tante éloignée, celle qui m'avait contacté après que mon histoire soit devenue virale. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se présente, mais lorsqu'elle s'est avancée comme témoin surprise, j'ai réalisé pourquoi elle était là. Elle a témoigné de la longue histoire de manipulation et de favoritisme au sein de la famille. Ses paroles étaient puissantes, et j'ai pu voir le choc sur le visage de mes parents. C'était un énorme coup de pouce pour mon dossier. Ensuite, ce fut mon tour. J'ai pris la parole et j'ai tout exposé. J'ai partagé les documents financiers montrant l'utilisation abusive du fonds fiduciaire par Emma, les captures d'écran de ses mensonges sur les réseaux sociaux et l'histoire de la façon dont mes parents ont modifié le fonds fiduciaire dans mon dos. La salle d'audience était silencieuse pendant que je parlais, tout le monde suspendu à mes lèvres. Le juge a examiné les preuves, et j'ai pu voir qu'il prenait tout cela en compte. J'avais l'impression que la vérité était enfin entendue. Lorsque ce fut le tour d'Emma de témoigner, les choses ont pris un tournant dramatique. Elle a commencé par se défendre, mais sous la pression des questions de l'avocat, elle s'est brisée. Emma s'est effondrée et a admis qu'elle avait utilisé l'argent du fonds fiduciaire pour couvrir ses propres dettes et une aventure commerciale ratée. Elle a essayé de me blâmer, disant que j'avais terni son image, mais son comportement erratique n'a fait qu'aggraver les choses pour elle. Le juge a observé son effondrement avec une expression sévère, et j'ai pu dire que la situation avait complètement changé. La décision du juge est tombée rapidement. Il a décidé en ma faveur, rétablissant les conditions originales du fonds fiduciaire. Il a également ordonné à Emma de rembourser l'argent qu'elle avait pris. Le sentiment de soulagement que j'ai ressenti était immense, bien que ce soit un soulagement amer. Cette victoire signifiait reconnaître à quel point la trahison était profonde, et il n'y avait pas de retour en arrière. Mes parents avaient l'air dévastés lorsque le jugement a été lu. Ils ont essayé de m'approcher à l'extérieur de la salle d'audience, mais je ne me suis pas arrêté pour parler. Je suis juste parti, ressentant un sentiment de clôture auquel je ne m'attendais pas. Pour la première fois, j'avais l'impression de m'être vraiment défendu. Sophie m'a rejointe à la sortie et m'a serré fort dans ses bras. Elle m'a dit combien elle était fière de moi pour avoir tenu bon. C'était un petit moment, mais cela voulait tout dire.
Je me suis rendu compte à quel point j'avais de la chance de l'avoir à mes côtés tout au long de cette épreuve. Nous avons décidé de quitter le palais de justice et d'aller dîner tranquillement, juste nous deux. C'était comme le premier pas vers un nouveau chapitre. Lorsque j'ai mis à jour Reddit avec le résultat de l'affaire judiciaire, la réponse a été écrasante. La publication est devenue virale à nouveau, avec d'innombrables personnes commentant la façon dont mon histoire les avait inspirés à se dresser contre les dynamiques familiales toxiques. C'était incroyable de voir combien de personnes pouvaient s'identifier, et cela m'a fait me sentir moins seul dans tout cela. Quelques jours après l'audience, j'ai reçu un message inattendu de mon père. C'était de longues excuses sincères. Il a reconnu les erreurs qu'ils avaient commises et a exprimé ses regrets quant à la tournure des événements. Je l'ai lu 2 fois, mais au final, j'ai décidé de ne pas répondre. Il semblait trop tard pour une réconciliation, les dégâts étaient faits, et je devais aller de l'avant. Sophie et moi avons pris une grande décision peu de temps après, nous allions déménager dans une nouvelle ville pour prendre un nouveau départ. Nous avons trouvé un petit appartement et avons passé les quelques semaines suivantes à aménager notre nouvel endroit. C'était excitant, construire quelque chose de nouveau ensemble, loin de tout le drame familial. J'ai senti un poids se soulever de mes épaules pendant que nous déballions des cartons et faisions des plans pour notre avenir. J'ai décidé de couper complètement les ponts avec ma famille. Je les ai bloqués sur tous les réseaux sociaux et j'ai supprimé leur numéro de mon téléphone. C'était difficile, mais je savais que c'était la bonne chose à faire. Je me suis rendu compte que la véritable guérison ne viendrait qu'avec la distance, et j'étais prête à faire passer mon propre bien-être en premier, pour une fois. Alors que je m'asseyais sur notre nouveau balcon avec Sophie, en regardant le coucher de soleil sur les toits de la ville, j'ai ressenti un sentiment de paix que je n'avais pas ressenti depuis des années. J'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé, la trahison, la bataille juridique, les moments de doute. Mais j'ai aussi pensé à la croissance, à la force que j'ai trouvée et au soutien de la communauté Reddit qui m'a aidé à traverser tout cela. J'ai décidé qu'il était temps de faire une pause sur les réseaux sociaux et de me concentrer sur cette nouvelle vie que Sophie et moi construisions ensemble. J'ai remercié tout le monde sur Reddit pour son soutien et j'ai terminé ma dernière mise à jour par un simple message: parfois, les batailles les plus difficiles sont celles qui valent la peine d'être menées. Voici à un nouveau départ et à un avenir plein d'espoir. Et avec ça, j'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai pris la main de Sophie, et nous avons regardé la ville ensemble, prête pour ce qui allait suivre.